J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. Il n'en est rien. Le pays a élu une majorité de gauche dans le programme de laquelle figurait cette disposition. Ce faisant, le pays, en connaissance de cause, savait qu'il approuvait un programme législatif dans lequel se trouvait inscrit au premier rang des obligations morales l'abolition de la peine de mort. À cet instant, lorsque vous la voterez, c'est ce pacte solennel, celui qui lie l'élu au pays, celui qui fait que le premier devoir de l'élu est le respect de l'engagement pris avec ceux qui l'ont choisi. C'est cette démarche-là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. Si l'alternative existait, la question mériterait sans doute examen. Mais vous le savez aussi bien que moi. Raymond Forny l'a rappelé, cette voie est constitutionnellement fermée. Je rappelle à l'Assemblée, mais en vérité ai-je besoin de le faire, que le général de Gaulle, fondateur de la Ve République, n'a pas voulu que les questions de société, ou si l'on préfère les questions de morale, soient débattues dans le cadre de la procédure référendaire. Je n'ai pas besoin non plus de rappeler à votre Assemblée que, aussi bien pour la question de la sanction pénale de l'avortement que s'agissant de la peine de mort, ces dispositions se trouvent inscrites dans les lois pénales et que les lois pénales, au terme de la Constitution, elles relèvent de votre seul pouvoir. Par conséquent, prétendre s'en rapporter à un référendum, dire que l'on répondrait si c'était un référendum, c'est en réalité méconnaître délibérément à la fois l'esprit et la lettre de la Constitution, et c'est en réalité, par une fausse habileté, refuser de se prononcer publiquement par peur de l'opinion publique. Rien. Rien n'a été fait pendant les années écoulées pour éclairer cette opinion publique. Je dis rien. Au contraire, on a refusé l'expérience des pays abolitionnistes. On ne s'est jamais interrogé sur le fait essentiel, comment les grandes démocraties occidentales, nos proches, nos sœurs, nos voisines, pouvaient vivre sans la peine de mort. On a négligé les études conduites par toutes les grandes organisations internationales, Conseil de l'Europe, Parlement européen, Nations unies elles-mêmes dans le cadre du comité d'études contre le crime. On a occulté leurs constantes conclusions
il n'a jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. On a par contre, au lieu de révéler et de souligner ces évidences, entretenu l'angoisse, stimulé la peur, favorisé la confusion, on a mis en lumière, on a braqué le phare sur l'accroissement indiscutable, douloureux et auquel il faudra faire face, mais qui est lié à des conjonctures économiques et sociales de la petite et moyenne délinquance de violence, celle qui de toute façon n'a jamais relevé de la peine de mort, mais sur le fait patent sur lequel tous les esprits loyaux s'accordent, qu'en France, la criminalité sanglante n'a jamais varié et même, compte tenu du nombre d'habitants, tant plus à stagner qu'à autre chose, sur ce fait capital, on s'est tu. En un mot, s'agissant de l'opinion, parce qu'on pensait au suffrage, s'agissant de l'opinion, on a attisé l'angoisse collective et on a refusé à l'opinion publique les défenses de la raison. En vérité, la question de la peine de mort, elle est simple. Pour qui veut l'analyser avec lucidité, elle ne se pose pas la question de la peine de mort en termes de dissuasion, en termes de techniques répressives. La peine de mort, la question se pose en termes de choix politique ou de choix moral. Je l'ai déjà dit, mais je le répète volontiers au regard du grand silence antérieur, le seul résultat auquel ont conduit toutes les recherches menées par tous les criminologues ont conduit à la constatation de cette absence de lien entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante. Je rappelle encore à cet égard et les travaux du Conseil de l'Europe 1962 et le livre blanc anglais, prudente recherche menée à travers tous les pays abolitionnistes avant que les Anglais se décident à abolir la peine de mort, et je le rappelle, ont refusé depuis lors 2 fois de la rétablir. Le livre blanc canadien, qui a procédé selon la même méthode. Les travaux conduits par le Comité pour la prévention contre le crime de l'ONU, dont les derniers textes sont de l'année dernière à Caracas, et rappellent fermement les conclusions que j'évoquais. Et enfin, les travaux conduits par le Parlement européen, travaux auxquels j'associe notre amie Madame Roudy, et qui ont abouti à ce vote essentiel par lequel le Parlement européen, au nom de l'Europe qu'il représente, de l'Europe occidentale bien sûr, s'est prononcé à une écrasante majorité pour que la peine de mort disparaisse de l'Europe occidentale. Tous se rejoignent sur la conclusion que j'évoquais. Et il n'est pas difficile d'ailleurs, pour qui veut s'interroger loyalement, de comprendre pourquoi il n'y a pas entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante ce rapport dissuasif que l'on s'est si souvent appliqué à chercher sans pouvoir le trouver, mais parce qu'il justifiait pour la raison ce qui trouvait sa source ailleurs et sur lequel je viendrai dans un instant. Si vous y réfléchissez simplement, les crimes les plus terribles, ceux qui saisissent le plus la sensibilité publique, et on le comprend,
Ce qu'on appelle les crimes atroces, ils sont commis le plus souvent par des hommes emportés à cet instant-là par une pulsion de violence et de mort qui abolit jusqu'aux défenses de la raison l'évocation de la peine, qu'elle soit de mort ou qu'elle soit perpétuelle. Elle ne trouve pas, à cet instant de folie, à cet instant de passion meurtrière, elle ne trouve pas sa place chez l'homme qui tue. Qu'on ne me dise pas que ceux-là, on ne les condamne pas à mort. Il me suffirait de reprendre les annales des dernières années. Olivier, condamné à mort exécuté, dont l'autopsie seule a révélé que son cerveau présentait des anomalies frontales, et Carin, et Rousseau, et Garceau. Quant aux autres, les criminels dits de sang-froid, ceux qui pèsent le risque, ceux qui méditent le profit et la peine, ceux-là, jamais vous ne les retrouverez dans des situations où ils risquent l'échafaud. Truands raisonnables, profiteurs du crime, criminels organisés, proxénètes, trafiquants, mafiosi, jamais vous ne les trouverez à cet instant dans ces situations-là. Jamais. Et la souffrance des victimes, ce terrible malheur, la mort et la souffrance des victimes pour le partisan de la peine de mort, appellent comme une contrepartie nécessaire, impérative, une autre mort et une autre souffrance. À défaut, disait un ministre de la Justice récent, l'angoisse et la passion nées dans la société par le crime ne seraient pas apaisées. Cela s'appelle, je crois, le sacrifice expiatoire. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Eh bien, arrivé à cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées, aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes. Il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Et quant à la justice, aussi prudente soit-elle, aussi mesurée, angoissée que soient les femmes et les hommes qui jugent, rien ne peut changer que cette justice soit humaine et par conséquent faillible.